Ceci est un livre audio autogénéré par Google. In Memoriam. À toi Léon-Claude Thiebue ou Antambue, mon cher papa, arraché prématurément à notre affection par les miliciens Kamwina et Nessapu le mardi 4 avril 2017, en route vers ton lieu de travail. Tu as même été privé de ton droit légitime d'être pleuré et enterré dans la dignité par tes enfants, petits-enfants et des milliers de personnes auxquelles tu as rendu d'énormes et loyaux services au cours de ton passage sur cette terre. Là où ton corps a été jeté, que la terre qui t'a accueilli et les herbes qui poussent tout autour continuent inlassablement à te rendre des honneurs que tu mérites. Que ton esprit repose dans la paix éternelle auprès de ton Créateur que tu as servi. À Nathalie Birakatia, ma jeune assistante, lâchement abattue et achevée par des coups de machette à l'aéroport de Kananga le 23 septembre 2016. Aux inspecteurs de l'EPSP décapités dans le secteur de Kafuba, territoire de Kazumba. À Michael Sharp et Zaïda Catalan, 2 enquêteurs de l'ONU froidement assassinés et enterrés près de la rivière Moyo-Moussoui dans le territoire de Dibaya le 12 mars 2017. Aux anonymes, multiples et nombreuses victimes des atrocités liées au conflit Kamwina et Nessapu à partir d'août 2016 dans l'espace Grand Kasaï. Partout où vous vous retrouvez, dans les savanes, le long des routes et rivières, dans les fosses communes. Votre sang ne cesse de crier et d'interpeller les survivants que nous sommes. Préface. Le conflit Kamwina et Nessapu s'est révélé être une étincelle qui s'est paradoxalement muée en un incendie qui couvait sur un terrain miné, suite à des frustrations de la population, frustrations contenues depuis l'accession de notre pays à l'indépendance. L'origine de ce conflit, à côté de tant d'autres ayant marqué l'histoire politique de la rez-de-chaussée, l'auteur l'attribue à la mauvaise gouvernance ayant caractérisé depuis lors la gestion du pays en général et du Kasaï central en particulier. Par son approche, le professeur Grégoire Ngalhamulume a le mérite d'interpeller non seulement les dirigeants, mais aussi la population dans son ensemble. Ne qualifie-t-on pas le peuple congolais comme un peuple frappé par une amnésie destructrice face à l'histoire vécue ? D'où l'éloignement des solutions aux problèmes vécus qui autrement seraient plus facilement résolus ? Le manque de culture de l'histoire explique la persistance de certaines crises non seulement au Kasaï central, mais également dans l'ensemble de notre pays. La rez-de-chaussée vit des crises depuis son accession à l'indépendance, et beaucoup d'écrits portant sur les analyses des cas et des propositions de solutions recommandées ne semblent pas pris en compte pour aboutir à l'évacuation totale des foyers de conflit. L'originalité de l'étude du professeur Ngalhamulume tient à son initiative d'enrichir l'histoire de notre pays par une étude spécifique sur une crise localisée au Kasaï central à son apparition qui s'est propagée progressivement à l'ensemble du Grand Kasaï, voire à certaines provinces limitrophes, prouvant par là que le mal est général voire national. Trop vite, les événements se sont précipités et la crise a atteint des proportions inquiétantes, dépassant largement le niveau d'une situation localisée au seul village de Kamwina et Nessapu et environ pour devenir un conflit territorial, provincial, puis régional avec des répercussions au niveau local, régional sous-national, national, régional, supranational et global. Cette crise a fini par démontrer au grand jour les limites d'une gouvernance chaotique qui a confiné les territoires et les populations dans une misère insupportable, une pauvreté extrême, un chômage de masse et une marginalisation sociale très poussée, une mauvaise gestion des affaires publiques, non respectueuse des textes avec des interférences intempestives dans les affaires coutumières de même qu'une armée et une police à la gâchette facile, prête à tuer et à susciter la violence. Le conflit Kamwina et Nessapu a engendré dans la région une crise humanitaire sans précédent et entraîné de nombreuses pertes de vies humaines, des pillages et des destructions méchantes des infrastructures de base, écoles, hôpitaux et centres de santé, ouvrages d'eau, bâtiments publics, marchés, édifices religieux, et des déplacements massifs des populations freinant le développement local, provincial et régional. L'auteur nous fait découvrir comment le non-respect des textes régissant le statut du pouvoir coutumier, de même que l'instrumentalisation du pouvoir traditionnel à des fins politiques et partisanes, sans oublier la pauvreté structurelle extrême,
un chômage de masse et des demandes de développement non satisfaites pour les populations ont fait basculer le Kasaï dans l'horreur et généré une crise humanitaire sans précédent dans la région avec des milliers de morts, des millions de personnes déplacées internes et même des réfugiés et des centaines de milliers de malnutrices, des milliers d'enfants recrutés dans les milices après avoir été arrachés à leurs parents et aux écoles, etc. Comme si un malheur ne vient jamais seul, il faut également relever l'impact négatif de la survenance de la pandémie de Covid-19 qui, dans le cas du Kasaï central, perturbe le processus de renaissance de la province en aggravant sa fragilité dans les dimensions capitales, notamment politiques, sécuritaires, économiques, sociétales et environnementales. Comment gérer la période post-conflit et sortir progressivement du sinistre vécu? Selon l'auteur, il s'est avéré opportun et pertinent d'inscrire les efforts de la province dans une dynamique stratégique de renaissance, de refondation et de reconstruction à travers la mobilisation de toutes les énergies positives autour d'une vision commune de développement durable et des défis mutuellement partagés. Cette vision de paix, de cohésion, de stabilité, d'unité, de relance socio-économico-politique et d'espoir, construite dans une approche inclusive et largement participative, servira de boussole pour des interventions adéquates, cohérentes et appropriées en vue des transformations positives importantes dans la province. L'auteur rappelle que la constitution de la rez-de-chaussée confie à chaque province la responsabilité de son propre développement durable qui contribuera évidemment au développement durable de l'ensemble du pays. C'est dans ce contexte que le leadership de la province s'est lancé dans le processus de production d'un cadre stratégique de référence en matière de développement, devant éviter au Kasaï central post-conflit une navigation à vue, et lui assurer une harmonisation et une cohérence des interventions de développement de tous les acteurs présents et à venir sur le territoire provincial au cours de prochaines années. Ce processus a permis l'élaboration de principaux outils de planification en province, devant s'aligner sur les instruments élaborés au niveau national. L'auteur affirme que la raison ambitieuse et volontariste du développement durable implique pour sa matérialisation l'unité dans la paix et dans l'action courageuse et participative de développement sur fond de stabilité et de justice. Elle devrait s'accommoder d'un leadership rassembleur, actif et volontariste, d'une volonté de réaliser des actions concrètes sur le terrain. Le rassemblement à mettre en place devrait mobiliser toutes les énergies, avec en ligne de mire le développement du Kasaï central au-delà des couleurs politiques, des classes, des tribus, ethnies et religions. L'auteur conclut à juste titre que le changement de comportement et de mentalité s'avère au stade actuel incontournable pour le développement durable du Kasaï central. En conclusion, il faut reconnaître au professeur Grégoire Ngalhamulume une très grande lucidité dans la sélection des actions à initier et à entreprendre pour reconstruire le Kasaï central. Toutefois, il faut relever qu'il ne suffit pas de tracer une stratégie valable, mais encore faut-il porter une attention permanente au suivi et à l'évaluation périodique de l'exécution des programmes adaptés. Cette recommandation s'inspire de quelques dysfonctionnements relevés dans la mise en œuvre récente d'une infrastructure de base, essentielle pour la relance de la reconstruction du Kasaï central, à savoir la construction de la centrale hydroélectrique de Katandé. Cette infrastructure était en phase de construction. Il a été constaté une lacune importante dans sa conception. En effet, si la partie de génie civil avait débuté avec tous les financements bouclés, par contre un segment important du projet était omis, à savoir les fonds nécessaires pour la construction de la ligne de transport du courant au lieu de consommation, ainsi que pour la réhabilitation et la construction des réseaux de distribution, bloquant la finalisation de la centrale hydroélectrique dans tous ces segments. Situation incompréhensible dans la conception d'une telle œuvre, sans oublier l'arrêt des travaux suite à l'apparition du phénomène Kamuina Enesapu, avec l'insécurité inhérente. Heureusement que la partie indienne qui exécute ce projet est disposée à financer le transport du courant et la construction des réseaux de distribution de l'électricité aux consommateurs. Il revient à la rez-de-chaussée de réactiver l'exécution de cet important projet. Il y a lieu également qu'un effort soit déployé pour asseoir le leadership de la province, avec un fonctionnement évitant une léthargie chronique constatée ces 2 dernières années aussi bien au niveau du gouvernement provincial qu'à celui de l'Assemblée provinciale.
Tous ces éléments doivent être relevés pour attirer l'attention des dirigeants sur les goulots d'étranglement qu'il va falloir faire sauter, pour la mise œuvre efficiente des politiques appropriées. C'est là la modeste contribution du préfacier que nous sommes à l'ouvrage remarquable du professeur Grégoire NgalAMULUME. Professeur Évariste Mabi Moulumba, Premier ministre honoraire et ancien président de l'Ecofin du Sénat. Avant-propos. La crise sanitaire liée à la pandémie à la Covid-19 que le monde a connue depuis le début de l'année 2020, mars 2020 en RD Congo, a auguré d'un contexte tout particulier. Les mesures de confinement qui ont été prises pour limiter la propagation du virus n'ont pas eu que des effets négatifs sur l'économie et le social. Elles ont aussi représenté une réelle opportunité pour certains chercheurs qui ont pu bénéficier d'un maximum de temps pour s'adonner aux activités productives de l'esprit. C'est donc en plein confinement à partir de la fin du mois de mars 2020 que nous avons pu enfin démarrer ce projet conçu depuis plus d'une année, portant sur la rédaction d'un ouvrage consacré à la situation dramatique que la région du Kasaï a connue ces dernières années. Ce projet nous tenait à cœur pour plusieurs raisons. D'abord, ce qui s'est passé a été incompréhensible, inexplicable, inadmissible et insupportable pour tout esprit sensé. Ensuite, nous avons été personnellement victimes de ce conflit à plusieurs reprises. En tant qu'enseignant dans la ville de Kananga, j'ai fait face aux milices entrées sur le campus de l'Université Notre-Dame du Kasaï, UCA, en février 2017 et vécu personnellement le traumatisme et la terreur que leur incursion a fait ressentir à plusieurs millions de personnes au cours de cette période, d'une part, et perdu 2 êtres chers dans ce conflit, mon père et mon assistante, d'autre part, et enfin j'ai pu être un des acteurs de la reconstruction du Kasaï post-conflit. Au vu de cela, je me crois en droit de dire un mot sur ce qui s'est passé en vue d'interpeller les survivants pour que plus jamais, pareille situation ne se reproduise au Kasaï. À la fois destiné au monde académique et au grand public, cet ouvrage peut servir d'outil indispensable tant pour les dirigeants politiques, pour les intervenants de terrain et les partenaires au développement que pour l'ensemble de la population et les amis du Kasaï central, en cette période où cette province a besoin de plus de cohésion, d'unité, de grands rassemblements et de mobilisation de toutes les énergies positives en vue de bouter hors de ses frontières la pauvreté, la faim, la malnutrition, analphabétisme, le chômage, la faible production, le dénuement, la paresse, la fatalité, la jalousie, le tribalisme, le clientélisme, le kabinji pour se lancer sur la voie de son émergence. Comme d'habitude, je reste ouvert aux échanges, aux discussions et commentaires sur son contenu et disponible pour de plus amples éclaircissements sur telle ou telle matière. La finalité étant le décollage du Kasaï central, notre patrimoine commun. Je profite de ce moment pour exprimer toute ma reconnaissance à toutes celles et à tous ceux qui ont contribué à la matérialisation de ce projet par leurs conseils, leurs commentaires ou leur appui multiforme. Ma chérie Angèle, mon épouse et tous les Ngalamiulum, Ephraim, Voldy et Lisa. Vous m'avez soutenu nuit et jour et accordé un peu plus de temps et de liberté. À tout moment, vous avez boosté mon moral et agrémenté les heures et minutes de difficulté avec votre sourire et vos blagues et taquins motivateurs. Feu professeur Ambroise Kamukuni Mukine, alors gouverneur ad intérim du Kasaï central, avait accepté gentiment de préfacer cet ouvrage. La mort l'a malheureusement surpris pendant qu'il s'adonnait à cette tâche. Nous lui restons reconnaissants pour ce geste, et que son âme repose éternellement en paix. Toute notre gratitude au professeur ordinaire Évariste Mabi Moulumba, ancien Premier ministre de la RD Congo et digne fils du Kasaï central, pour avoir promptement accepté de collaborer à la publication de cet ouvrage en acceptant de le préfacer. C'est une marque de soutien à la recherche scientifique, et un apport indiscutable à la relance du Kasaï central qu'il n'a cessé de servir. Qu'il en soit davantage remercié. Nous voudrions à présent souhaiter de passer de bons moments à nos nombreux lecteurs, et leur dire merci pour la confiance nous témoignée en acceptant de jeter un coup d'œil à ces quelques lignes. L'auteur. Sigles et abréviations. Introduction. La région du Kasaï, jadis oasis de paix, a connu ces dernières années une situation sécuritaire délétère à la suite d'une escalade de violences sanglantes d'origine coutumière dans le groupement Bajila Kasanga,
secteur de Dibatayi, territoire de Dibaya, province du Kasaï central. Ce conflit de lutte pour le pouvoir coutumier occasionna l'émergence des milices Kamwina et Nessapu, qui semèrent la terreur sur toute l'étendue de la province du Kasaï central d'abord, puis dans l'ensemble des 5 provinces de l'espace kasaïen couramment appelé Grand Kasaï. Kabata Kabamba, 2018, UNICEFSOS Enfants 2018, GEC 2018. Il passe pour un des épisodes les plus dramatiques de l'histoire du Kasaï, et une première dans le mode opératoire et le déroulement des guerres des dernières décennies en RD Congo. Alors que tous les regards étaient tournés vers l'est du pays où des milices locales et communautaires Maï-Maï, nées dans la foulée ou en marge des guerres et de l'instabilité sécuritaire dans cette région depuis la fin des années 1990, s'affrontaient ou affrontaient l'État et les groupes armés d'origine étrangère pour des motivations politiques, économiques, sociales et identitaires, dont notamment des revendications des autochtonie, de nationalité douteuse, de droit à la terre, de contrôle des ressources naturelles, d'exclusion. Stearns, Mercier et Donné 2018, De Villers 2016, Stearns 2013, Stearns, Verweygen et Erickson 2013. Cette tension éclata au centre du pays où vivaient paisiblement de pauvres populations depuis des décennies, partageant largement une même origine et une identité culturelle. En effet, depuis le mois d'août 2016, la province du Kasaï central située au centre-sud du pays et qui n'avait pas connu de crise majeure depuis les tristes événements interethniques et politiques lors de l'accession du pays à l'indépendance et immédiatement après, 1959 à 1965, Kabata Kabamba, 2018, Long Chiboabwa et Kangitsi, 1994, Mwena Kapangi, 1985, Mabika Kalanda, 1970, a été l'épicentre d'une crise qui a fait la une de l'actualité à tous les niveaux. Trop vite, les événements se sont précipités et la crise a atteint des proportions inquiétantes, dépassant largement le niveau d'une situation localisée au seul village Kamwina et Nessapu et environ pour devenir un conflit territorial, provincial, puis régional, avec des répercussions au niveau local, régional sous-national, national, régional supranational et global. Il y a lieu de noter que cette crise a fini par démontrer au grand jour les limites d'une gouvernance chaotique qui a confiné les territoires et les populations dans une misère insupportable, une pauvreté extrême, un chômage de masse et une marginalisation sociale très poussée, une mauvaise gestion des affaires publiques, non respectueuse des textes, avec des interférences intempestives dans les affaires coutumières de même qu'une armée et une police à la gâchette facile, prête à tuer et à susciter la violence. Partie de revendication d'un chef coutumier régulièrement investi par la famille régnante, mais dont les démarches et procédures d'obtention de l'arrêté de reconnaissance du ministre de l'Intérieur de l'époque étaient volontairement gelées par le pouvoir politique pour des raisons politiciennes, ce conflit a cristallisé les frustrations des populations alimentées par leur marginalisation politique et économique les ayant plongées dans une pauvreté extrême. Est aggravé par le recours disproportionné à la force par le gouvernement pour anéantir la rébellion, minimisant les voies pacifiques de résolution de crise. Kasonga Ndunga Mul, 2018, GEC 2018, Kabata Kabamba 2018. Instrumentalisant les griefs liés à la crise du pouvoir coutumier et à la déliquescence de l'État, ainsi qu'à la frustration relative à l'exclusion de la région des politiques publiques, ce conflit a auguré de ce que Gauthier de Villers, 2016, qualifie de régime de violence à cause de l'articulation et de la relative hiérarchisation des 3 formes de violence. La violence physique, la violence symbolique et la violence économique dans le contexte historique du Grand Kasaï. Dans ce sens, cette crise a engendré dans la région une crise humanitaire sans précédent et entraîné de nombreuses pertes en vie humaine, des pillages et des destructions méchantes des infrastructures de base, écoles, hôpitaux et centres de santé, ouvrages d'eau, bâtiments publics, marchés, édifices religieux, et des déplacements massifs des populations. Plus de 1,5 million de personnes déplacées internes pour l'ensemble de Espace kasaïen en 2017, UNOCHADRC 2017, freinant ainsi le développement local, provincial et régional. Les problématiques comme l'insécurité alimentaire, la malnutrition, la perte des moyens de subsistance, la destruction des récoltes et la perturbation des campagnes agricoles, sans oublier les multiples violations des droits humains ont aggravé la situation humanitaire dans cet espace géographique et social.
Plusieurs milliers d'enfants garçons et filles furent incorporés dans les milices, abandonnant ainsi les écoles et leurs parents et hypothéquant ainsi leur avenir. UNICEF Enfants 2018. De nombreux foyers se sont brisés, des communautés se sont déchirées, la confiance entre membres des communautés et entre populations et les représentants de l'État, autorités politico-administratives, forces de défense et de sécurité, s'est davantage effritée, menaçant les efforts de réconciliation et de reconstruction. Des violences inouïes et inacceptables se sont produites et certains survivants ont vécu des traumatismes insurmontables à très court terme à cause des blessures qui demeurent encore ouvertes. Bref, beaucoup de choses se sont passées, avec des effets négatifs sur l'économie, les institutions ainsi que la dynamique relationnelle et le tissu social et donc sur la dynamique de développement durable du Grand Kasaï. PDP Kasaï Central 2018, UNOCHADRC 2017. Depuis la fin de l'année 2017, les tensions se sont sensiblement apaisées et l'heure de la reconstruction du Kasaï central, épicentre du conflit, a sonné. Hormis les interventions des gouvernements provincial et central, plusieurs organisations nationales et internationales de même que les bailleurs de fonds bilatéraux et les agences des Nations Unies viennent au secours de cette province sinistrée. Toutefois, les défis à relever pour sa relance restent immenses, à telle enseigne que tout paraît prioritaire et urgent. Par où faut-il alors commencer ? Il faut mentionner que depuis la fin du conflit, plusieurs initiatives voient le jour sur le terrain, portées par des personnes physiques et morales, par des privés et par des officiels ou des gouvernements, avec des résultats divers. Comment la situation évolue-t-elle en rapport avec la relance socio-économique de la province ? Et quels sont les premiers résultats engrangés sur le terrain et comment les interpréter ? Reconnaissons toutefois que s'il a été très facile de détruire, en quelques mois, quelques jours, voire quelques heures et quelques minutes et secondes ce qui a été bâti dans la douleur, l'œuvre de la reconstruction pourra quant à elle s'inscrire dans la longue durée et prendra du temps, de longs mois et de longues années. Elle nécessitera des moyens immenses, colossaux, pas mobilisables immédiatement localement et à l'échelon provincial. Elle mobilisera tous les acteurs, toutes les énergies au niveau local, national et international, mais les résultats ne se manifesteront qu'au bout des mois et des années. Le plus important dans ce cadre est qu'un pas soit franchi, qu'une action si petite soit-elle soit menée, qu'un effort soit consenti, que les bras ne soient pas croisés et que les maillots soient mouillés. Ambitionnant de mettre en lumière la dynamique complexe de la crise du Kasaï non encore suffisamment documentée sur le plan scientifique et s'inscrivant dans une approche historico-systémique, cet ouvrage se propose de relire l'histoire du conflit Kamwina et Nessapu, qui a focalisé l'attention durant des mois pour en comprendre les causes profondes, identifier les divers acteurs, en relever les conséquences multiples et surtout, en dégager les enjeux ainsi que les défis majeurs qui se profilent sur la dynamique de relance, de reconstruction et de développement durable de la province du Kasaï central, 4 ans après le déclenchement officiel de cette crise. La réflexion se cristallise sur les enjeux autour de ce conflit, et surtout sur la gestion de l'après-conflit. Comment interpréter les diverses interactions entre les acteurs, les causes et les conséquences de ce conflit ? Quelles sont les initiatives et actions structurantes mises en place en vue de remettre les populations au travail, pour la relance de la machine productive en province ? Qui en sont les porteurs, et quelle en est la durabilité ? La relecture du conflit à travers ses causes, ses acteurs, ses conséquences et sa dynamique de même que celle des initiatives en cours et de leurs résultats, pourrait permettre de bien comprendre les enjeux de cette crise pour en tirer des leçons pertinentes et en proposer des pistes de solutions durables et réalisables en vue du développement durable de la province. Au-delà de l'insurrection Kamwina et Nessapu, la recherche d'un nouveau partenariat entre l'État et les diverses couches socio-professionnelles, et donc, d'un nouveau contrat social devient impérieuse pour renforcer la résilience de la province face aux menaces déstabilisatrices et insécurisantes qui pourraient venir de son environnement interne et ou externe. Cela passe obligatoirement par la mise en place d'une dynamique systémique de restauration de l'autorité de l'État, de consolidation de la paix et de prise en compte et de priorisation des demandes populaires de développement. Les données pour sa matérialisation sont issues de la littérature sur le conflit, des entretiens et contacts avec les personnes clés intervenues dans la province durant la crise, chefs coutumiers, anciens miliciens, leaders communautaires, victimes du conflit,
agences humanitaires ainsi que les autorités politico-administratives, mais aussi et surtout, de notre expérience personnelle en tant qu'acteur de la reconstruction du Kasaï central post-conflit, d'abord comme ministre provincial en charge du plan de l'agriculture, du développement rural, de l'environnement et du tourisme de février 2018 à mai 2019, ensuite comme directeur de cabinet du gouverneur de cette province de mai à décembre 2019, et enfin comme enseignant-chercheur dans cette région depuis une vingtaine d'années. L'ouvrage est subdivisé en 2 grandes parties comprenant au total 8 chapitres, 4 pour chaque partie. La première partie présente la cartographie du conflit. Ces 4 chapitres portent successivement sur les origines du conflit, sur la réaction disproportionnée du gouvernement et l'enlisement de la crise, sur ses incidences dans la province et sur les tentatives de sa résolution. Le lecteur pourra découvrir au cours de cette première partie comment le non-respect des textes régissant le statut du pouvoir coutumier, de même que l'instrumentalisation du pouvoir traditionnel à des fins politiques et partisanes, sans oublier la pauvreté structurelle extrême, un chômage de masse et des demandes de développement non satisfaites pour les populations ont fait basculer le Kasaï dans l'horreur et générer une crise humanitaire sans précédent dans la région, avec des milliers de morts, des millions de personnes déplacées internes et même des réfugiés, des centaines de milliers de malnutrices, des destructions massives des infrastructures, notamment les écoles, les structures sanitaires, les bâtiments publics, les édifices religieux, des milliers d'enfants recrutés dans les milices après avoir été arrachés à leurs parents et aux écoles, etc. Aussi, les initiatives de résolution du conflit sont présentées avec leurs limites respectives et leurs forces, après le recours aux solutions apparemment inefficaces et inappropriées par le gouvernement de la République. La deuxième partie se concentre quant à elle sur la gestion de l'après-crise et la présentation des actions structurantes en vue de la reconstruction de la province. Les 4 chapitres qui la composent passent en revue la situation du retour au calme, les efforts de stabilisation et de consolidation de la paix, la formulation du cadre programmatique du développement de la province, de même que l'état de fragilité du Kasaï central, tel qu'aggravé par l'apparition de la pandémie à Covid-19. Cette partie se clôture par l'invitation à l'alignement de la province dans la logique du triple nexus humanitaire, développement et paix, en vue de son développement durable et le renforcement de sa résilience. Les grandes lignes de principales interventions menées sur terrain au cours des 3 dernières années par les gouvernements provinciaux qui se sont succédés sont abordées avec leurs résultats relatifs. Une introduction générale précédée d'une préface rédigée par le professeur ordinaire Évariste Mabi Moulumba se joint au contenu de cet ouvrage, de même qu'une conclusion pour boucler ces quelques lignes. Carte numéro 1. Carte administrative de la province du Kasaï central 2015. Source Kasaï central 2019, Programme d'action du gouvernement provincial, page 7. Partie. Le conflit KAMWINANSAPU au Kasaï. Origine. Cause. Évolution. Incidence et tentative de résolution. Chapitre 1er. Aux origines du conflit KAMWINANSAPU. L'instrumentalisation du pouvoir coutumier en question. Ce chapitre essaie de retracer l'origine du conflit Kamwina et Nessapu, en parcourant ses causes structurelles et immédiates, de même que son évolution jusqu'à devenir un phénomène redouté par tous et avec des implications au-delà du village Kamwina et Nessapu et du territoire de Dibaya. Cette tentative de compréhension des sources de la crise permettra de bien en relever les enjeux ainsi que la dynamique évolutive à travers ces facteurs favorisants. Avant d'identifier les causes profondes du conflit, il paraît judicieux de connaître Kamwina et Nessapu en le situant dans la configuration sociopolitique et ethnique kasaïenne. 1.1. Kamwina et Nessapu, un grand chef coutumier des Béna Loulois et un symbole de la révolte contre l'État. De nos jours, le nom Kamwina et Nessapu a une triple signification. Kamwina et Nessapu comme village. Il s'agit d'abord et avant tout du nom du village chef-lieu ou siège à la fois du groupement et du clan Bajila Kasanga, de l'ethnie Loulois. Ce village est localisé dans le secteur de Dibaté, territoire de Dibaya, province du Kasaï central,
à environ 40 km de la mission catholique Chikula, 45 km de la ville de Chimbulu et à 120 km à l'est de la ville de Kananga. Le groupement Kamuina Enesapu est composé de 7 villages à savoir Chimpanga, Kalunga, Ntambwe Kayembe, Nsabanga, Kenakalamba, Nanchakalit Kamuina Enesapu. Kamuina Enesapu comme chef de groupement, de clan et roi des Bajila Kasanga. Il s'agit ensuite du nom du chef de ce groupement et de ce clan, et donc, d'une lignée royale. Dans l'espace Grand Kasaï, les Bajila Kasanga de Kamuina Enesapu se retrouvent en majorité dans le territoire de Dibaya, dans la ville de Kananga, commune de Nganza et de Kananga, dans le territoire de Demba, secteur de Diofwa, et dans le territoire de Chikapa, près de la ville de Chikapa. Kamuina Enesapu est donc l'un des chefs respectés des Bena Loulois, et un des piliers du pouvoir des Bachilanges dont il est l'un des principaux lieutenants du roi. Il se rapporte d'ailleurs dans la région que Kamuina Enesapu était le gardien du Nkwembe, un totem source du pouvoir mystique chez les Bena Loulois, lui confié par le roi des Bachilanges, Mwena Kapangi Walukuni 1985. Kamuina Enesapu comme mouvement rebelle et politico-coutumier, dans la région du Kasaï. Ce mouvement a vu le jour au courant de l'année 2016 et est vite devenu célèbre par le recours aux forces occultes et aux coutumes, renforçant sa force et sa marque de résistance aux assauts des forces de défense et de sécurité, par les attaques organisées contre les symboles de l'État et par des atrocités et exactions commises sur des personnes civiles, d'abord dans le territoire de Dibaya, puis dans l'ensemble du Kasaï central. Il s'est propagé enfin sur l'ensemble de l'espace Grand Kasaï. 1.2. Jean-Prince Mpandi Mpumbulula et la naissance du mouvement politico-coutumier, Kamuina Enesapu, une milice au cœur du Kasaï et du Congo. Jean-Prince Mpandi, né en 1966, était un praticien guérisseur traditionnel, membre de la famille régnante du clan Bajila Kasanga dans le territoire de Dibaya. Il fut intronisé le 20 septembre 2013 par la famille royale comme 6e chef de la lignée Kamuina Enesapu, en remplacement de son oncle paternel Kamuina Enesapu Anakle Kabeya Mupala, mort le 25 mars 2012. Cette intronisation fait de lui chef d'une entité administrative, le groupement Bachila Kasanga et grand chef roi du même clan. À partir de là, les chefs de localité ou Kapita Bachila Kasanga qui l'ont investi lui ont juré allégeance et promis totale soumission en tant que leur chef. Avant son intronisation, Jean-Prince Mpandi a passé beaucoup de temps à l'extérieur du groupement, de la province et du pays. Plusieurs témoignages avancent qu'il a vécu longtemps à Lubumbashi et en Afrique du Sud. Traditionnellement au Kasaï, le pouvoir coutumier se transmet du père au fils, mais aussi, lorsque le titulaire n'a pas de fils capable d'hériter ou que celui-ci est encore mineur, du frère au frère, de l'oncle paternel au neveu ou même entre cousins. Cette situation est source de conflits de succession, dans la mesure où elle génère une base de plus en plus large de prétendants au trône. Dans ces conditions, l'accession au trône se fait par consensus et le prétendant doit être accepté et désigné par les chefs des familles membres de la lignée royale. En dehors de tout testament reconnu et non contesté, le prétendant est censé réunir l'unanimité autour de sa personne. C'est ce que Jean-Prince Mpandi avait compris en visitant à travers la région, beaucoup de chefs et personnalités Bajila Kasanga devant participer à son intronisation, et même certains grands chefs coutumiers d'autres clans pour élargir sa légitimité et sa considération. Bien que régulièrement investi en 2013 et largement reconnu par la famille régnante, le nouveau Kamuina Enesapu aura pourtant du mal à obtenir son arrêté de reconnaissance jusqu'à sa mort le 12 août 2016. Les divers témoignages renseignent qu'il aurait été victime de la stratégie de dédoublement, largement utilisée par le pouvoir congolais de l'époque pour réprimer ceux des chefs coutumiers jugés peu soumis et donc proches de l'opposition. En effet, le dédoublement est destiné à affaiblir un chef coutumier considéré comme favorable à l'opposition politique, soit en refusant de lui donner un arrêté, soit en reconnaissant un prétendant rival à son titre, GEC 2018-9. Couplé à la pratique d'affranchissement, le dédoublement est courant au Kasaï et particulièrement au Kasaï central et est considéré à la base de multiples conflits de pouvoir coutumiers.
La loi numéro 15015 du 25 août 2015 fixant le statut des chefs coutumiers qui, selon certains experts, dépouille les chefs traditionnels d'une partie de leur pouvoir en les soumettant aux ordres des autorités politico-administratives par l'institution d'un salaire avec le statut de fonctionnaire, n'est même jamais respectée en ce qui concerne les procédures de reconnaissance. Ainsi, à titre d'exemple, en février 2018, 74 conflits de pouvoir coutumiers avaient été recensés sur la totalité de 492 groupements que comptait la province du Kasaï central, dont la majorité était le fait des dédoublements et affranchissements, PDP Kasaï central 2018. En ce qui concerne Jean-Prince Mpandi, il aurait été en disgrâce auprès du gouverneur de province de l'époque, Alex Kandemu Pompa, qui aurait tout mis en œuvre pour l'empêcher d'obtenir son arrêté. Le premier aurait entrepris plusieurs démarches pour être reçu par le second et lui exposer sa situation, mais celui-ci aurait décliné toutes les offres et refusé de le recevoir. Dans la province, une version soutient que Kandé aurait demandé à Mpandi d'adhérer à son parti politique, mais ce dernier aurait refusé, d'où le désamour entre les deux. Le gouverneur Kandé s'en défend et estime que le chef coutumier n'aurait pas régulièrement entamé ses démarches administratives en vue de sa reconnaissance. Les différents recoupements suggèrent que Jean-Prince Mpandi était davantage proche de l'opposition. Dès le départ, il n'a jamais supporté la mort dans des circonstances floues de son oncle paternel et prédécesseur, Kamuina Enesapu Anakle Kabeya Mupala, de celui du grand chef coutumier Kalamba Wafwana de Benalouloa, ou encore la longue maladie de Nimi Lukengu de Bakuba qu'il attribuerait au pouvoir en place. Aussi, le nouveau Kamuina Enesapu est très critique envers le pouvoir, fustigeant sa faible attention aux investissements et au développement de l'espace Grand Kasaï depuis des décennies. Tout compte fait, le gouverneur Kandé va recourir à la stratégie de dédoublement et soutenir M. Jacques Ntenda Tchiambi, chef du groupement voisin mais issu de la même famille régnante, dans la bataille pour le leadership des Bajila Kasanga alors que Mpandi considérait celui-ci comme un de ses sujets. Il faut signaler que M. Ntenda venait d'adhérer au parti politique de M. Kandemu Pompa, ce qui tente à accréditer la thèse d'instrumentalisation du pouvoir coutumier par les hommes politiques. Alors que Jean-Prince Mpandi se trouvait à l'extérieur de la province, probablement en Afrique du Sud selon plusieurs sources à l'insu des autorités, son domicile officiel au siège de Kamuina Enesapu recevra la visite improvisée d'une délégation comprenant à la fois des éléments des forces armées de la rez-de-chaussée, FARDC, de la police nationale congolaise, PNC, et de l'Agence nationale des renseignements, ANR, détentrice d'un mandat de perquisition sur ordre du gouvernement provincial. Certains éléments FARDC de la délégation, 2 sur 5, auraient été assimilés aux Rwandais à cause de leur morphologie. Probablement, il ferait partie du 821e bataillon en provenance de l'Est et basé au camp Bobozo depuis quelques années, entre 2012 à 2013. Cette perquisition aura été ordonnée sur la base d'un renseignement d'un soldat démobilisé, Dieu merci Ngala Mulom qui se trouve être cousin de Jean-Prince Mpandi, prétendant que ce dernier organiserait une cache d'armes à son domicile en vue de créer une milice dans son groupement, Kabata Kabamba 2018, GEC 2018, Kasaï Central 2016. Bien que n'ayant pas abouti aux résultats escomptés et donc, n'ayant pas trouvé d'armes, la perquisition va donner lieu à des actes qui vont être considérés comme des éléments déclencheurs du conflit. D'abord, l'épouse du chef aurait été violée ou agressée suivant les sources, et ensuite, les attributs ou objets sacrés associés au pouvoir coutumier de Kamuina Enesapu ont été profanés, car manipulés par les membres de la fameuse délégation, sans titre ni qualité, pillés et détruits, ce qui constitue vis-à-vis de la coutume un pur sacrilège en violant ainsi un important tabou. Considérés ainsi comme de véritables affronts pour le roi des Bajila Kasanga, Kamuina Enesapu, ulcéré et au summum de sa colère va désormais passer à l'offensive en organisant des actions punitives et de vengeance à son retour à son fief de Kamuina Enesapu le 23 avril 2016. La marmite commence à bouillir et le conflit Kamuina Enesapu éclate au cœur du Congo. Très vite, il ravive un Tchota, foyer initiatique, dans sa cour et réunit les jeunes et quelques enfants de son groupement pour procéder à une initiation. Cette initiation couramment connue sous le nom de baptême,
consiste en des rituels et sacrifices aux ancêtres autour du Chiota, et en la boisson d'une potion magique Chisaba, dans un pot d'argile sacré au cours de cérémonies spéciales. Ces Chisaba, sortes de fétiches, comprenaient souvent l'alcool traditionnel Chichampa, du chanvre et autres stupéfiants ainsi que certains insectes comme Mankenen amoyo et autres ingrédients. Ce baptême a pour objectif de conditionner les initiés dans la conduite à tenir et de les protéger lors des batailles et combats par des moyens occultes en les rendant invulnérables aux balles, baïonnettes et autres. Ne peut devenir milicien que celui qui a été baptisé autour de Chiota et qui y a pris le Chisaba. L'invocation des ancêtres par Kamuina Enesapu était donc une sorte d'appel à la revanche justifié par la provocation des militaires et policiers ayant violé leurs règles, en touchant sans qualité et en pillant les symboles du pouvoir. D'où le recours aux pratiques coutumières et ancestrales lors des combats pour être en harmonie avec les ancêtres et bénéficier de leur protection. Aussi, la délégation à la base du forfait ayant contenu des Rwandais parmi ses membres, donc des étrangers, leur chasse devenait légitime, ce qui explique le recours au slogan « Buloba Ebubewikala Bwenu ». Ce slogan insinue que Kamuina Enesapu et ses combattants se battent pour une cause noble, juste, la défense de la terre de leurs ancêtres et de leur dignité contre les usurpateurs étrangers. Cela suggère aussi un fort lien à la terre des ancêtres et donc aux traditions. Kamuina Enesapu aura eu ainsi le mérite de raviver certaines traditions en perte de vitesse et tombées en désuétude chez les peuples loulois, notamment le Chiota et le Chisaba. En effet, chez les Loulois, les chefs coutumiers sont censés recourir aux coutumes, à la tradition et au pouvoir magique sous le label de la sorcellerie, Mupongo, Buloji ou Chianda. Si généralement, la sorcellerie a une connotation négative dans la mesure où elle peut être utilisée pour nuire aux individus ou aux groupes, elle est recommandée aux chefs coutumiers qui utilisent son versant positif pour protéger leur population et leur village des forces surnaturelles maléfiques ennemies. D'où la présence des pratiques magico-religieuses sujettes à la controverse dans le combat de Kamuina Enesapu. Toutefois, le recours généralisé aux pratiques magiques et fétichistes contribue à la banalisation du fétichisme qui tente à s'incruster dans la société, surtout auprès des jeunes. Certains acteurs y voient également un mauvais usage dans la mesure où le feu du Chiota a pour vocation de sauver, résoudre les problèmes, ramener la paix dans la communauté et jamais pour tuer comme cela a été le cas avec Jean-Prince Mpandi. Aussi, le Grand Kasaï est un espace fondamentalement chrétien. En effet, certaines communautés protestantes au Congo ont été fondées au Kasaï où l'on retrouve des paroisses disséminées dans de nombreux villages. Même chose pour l'Église catholique qui est solidement implantée dans les différents groupements et villages. Il a été toutefois incompréhensible de voir le mouvement Kamuina Enesapu développer une sorte d'inimitié contre l'Église en détruisant paroisses, couvents, écoles et centres de santé et en s'attaquant aux prêtres et religieuses alors que l'on assistait jusque-là à une sorte de cohabitation pacifique entre la religion des Blancs et les croyances traditionnelles auxquelles recourait Kamuina Enesapu. Notons que le recours aux pratiques mystiques est un élément caractéristique des milices et mouvements rebelles en rez-de-chaussée. Cela a été mis en exergue dans les enquêtes d'Hélène Morvan 2005 sur les milices Maï-Maï du territoire de Bunyakiri au sud Kivu ou de Benoît Verhagen 2005 sur les rébellions des années 1960 de Villers 2016. En réponse à l'agression des forces de l'ordre et à leur violation de son domicile, Kamuina Enesapu Jean-Prince Mpandi procède, dès début mai 2016, à l'érection des barrières routières pour empêcher l'accès à son village en vue de le protéger et se protéger lui-même, s'estimant être en danger après l'incursion des forces de l'ordre dans son village et son domicile. Ces barricades étaient essentiellement tenues par des jeunes initiés au Chiota, par Kamuina Enesapu lui-même. Dans un élément audio qui a circulé dans les réseaux sociaux à cette période, le chef Jean-Prince Mpandi explicite sa pensée. Ainsi pour lui, il est temps que l'oppression, la répression, la trahison interne et le manque de justice distributive prennent fin au Kasaï et au Congo. L'absence de développement dans sa province ainsi que la confiscation des richesses kasaïennes et congolaises par une minorité de compatriotes comprenant certains chefs coutumiers et d'étrangers l'incitent à se tenir debout et à agir. Ils font partie des objectifs de sa lutte. Il soulève l'épineuse question de la non-considération des chefs traditionnels,
avec en exemple le refus de lui accorder l'arrêté de reconnaissance, de même que le faible accès aux services sociaux de base et au minimum vital par les populations. Alimentation, énergie, eau potable, produits manufacturés de base, alors que tout l'argent que produit le pays va selon lui, au Rwanda, en Ouganda, en Tanzanie et au Burundi pendant que les filles et les fils du pays manquent de minimum requis. Kamwina Enesapu note que depuis que le Congo-Kinshasa existe, la classe dirigeante n'a pas réussi à répondre aux préoccupations majeures des communautés. D'où l'idée de mettre en place un mouvement politico-coutumier pour se prendre en charge en assurant la sécurité de la population à partir de la base comme l'État a failli et pour effacer tout le mal de ces terres. Il invite dès lors les adhérents à ce mouvement à la réconciliation, à la justice et à la restitution des biens d'autrui. Pour matérialiser son projet, Kamwina Enesapu a poursuivi et même accru le rythme de recrutement à son mouvement et d'initiation des jeunes, garçons comme filles. Les combattants initiés qui seront appelés « éléments » formaient un groupe relativement organisé et hiérarchisé. Son cercle rapproché comprenait les premiers disciples formant le conseil de gouvernement baptisé les 12 apôtres, GEC 2018. Certains membres survivants du groupe ont été responsables de l'expansion du mouvement au-delà du village Kamwina Enesapu et l'ont porté après sa mort. Kamwina Enesapu commence dès lors à prêcher et à appeler aux attaques de tous les symboles de l'État et invite ses partisans à punir sévèrement Ntenda, son ennemi, qu'il considère comme un traître. Plusieurs audios et vidéos souvent virulents ont été diffusés pendant ce temps avec des messages incendiaires de Jean-Prince Mpandi. La mobilisation des populations commençait à prendre de l'ampleur et à faire peur aux autorités provinciales. Les initiatives et actions sur terrain furent mal perçues par le pouvoir provincial qui lancera l'alerte à plusieurs reprises. Jean-Pierre Mpandi apparaîtra désormais aux yeux du pouvoir politique et de l'armée comme une menace à l'ordre public et à la paix. Sa neutralisation commence à être envisagée, mais quand et comment? Début juillet 2016, le gouverneur de province enverra au pouvoir central à Kinshasa un mémorandum sur la question Kamwina Enesapu au Kasaï central. Tout en reconnaissant que la perquisition d'avril n'avait pas trouvé d'armes au domicile de Kamwina Enesapu, il ajoute que ce dernier est très hostile au gouvernement et qu'il cherchait à imposer contre leur gré son leadership sur les neuf autres chefs de groupement entourant le sien. Le document rapporte des exactions et attaques des milices Kamwina Enesapu contre les représentants de l'État et sollicite... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.